C'est parti pour la présentation de la trace qui va être ajoutée au début de la vidéo de la convention populaire car ça n'avait pas été enregistré. Donc la trace, c'est à la fois une agence de voyage à vélo et une plateforme de création de voyages personnalisés. On a commencé par la Bretagne et on se déploie très rapidement dans toute la France. On a des valeurs communes avec Protector Winters et c'est pour ça qu'on vient présenter ce que l'on fait aujourd'hui. Nous proposons des voyages à vélo parce que nous avons des valeurs communes où on a envie de repenser le voyage du futur, moins carboné, plus proche de chez soi et de manière vertueuse. Donc des voyages à vélo qui sont accessibles en train, avec toujours des gares au départ des séjours, la possibilité d'avoir des routes sécurisées où on associe les locaux pour la mise en avant du territoire et justement continuer à remettre en avant les belles choses qui sont autour de chez nous. C'est avec une plateforme que cela est mis en place, accessible sur latrace.com. La particularité de cette plateforme, c'est bien évidemment la mise en avant des points d'intérêt locaux dans nos séjours. Encore une fois, on commence par la Bretagne, où l'utilisateur va pouvoir découvrir son séjour découpé par étapes, avec justement présentation de chacun de ces points d'intérêt, qu'ils soient culturels, qu'ils soient naturels, qu'ils soient historiques, avec ces différentes étapes de voyage. Là, nous avons la présentation d'un point d'intérêt avec des séjours liés, où on va raconter justement l'histoire de ces différents points d'intérêt. Les itinéraires sont proposés avec plusieurs niveaux de difficulté, comme des pistes de ski, avec les traces vertes, bleues, rouges et épiques, qui correspondra à une piste noire. Donc, l'idée étant d'être le plus inclusif possible, que ça aille de la famille ou des personnes qui auront envie d'une promenade ou d'un voyage avec une difficulté simple à des personnes plus sportives qui ont envie d'un plus grand challenge. En termes d'accessibilité, on va également proposer la possibilité aux familles d'avoir des trajets adaptés et également aux personnes à mobilité réduite. On est en train d'essayer de développer des itinéraires qui soient accessibles grâce à des sortes de trottinettes qui peuvent être mises sous les fauteuils roulants et qui soient accessibles aussi pour ce type de population qui ont des besoins particuliers. Et au niveau de la durée, on aura des séjours qui sont proposés en train week-end à plusieurs semaines. Donc ce que je disais, plusieurs niveaux, traces vertes, bleues, rouges, épiques, et donc en fonction de ce niveau, cela adaptera le temps pour un séjour similaire. Notre but, c'est d'offrir aux voyageurs des expériences à vélo uniques et inoubliables grâce à ces itinéraires. Si vous avez la moindre question, je suis joignable à ce contact. Impeccable. Bonjour à tous. Moi, c'est Jean-Loup Prézelin. Je suis chargé de promotion chez la FUB pour Fédération française des usagers et des usagères de la bicyclette. Peut-être que ça parle à certains. L'idée de cette présentation, c'est de présenter comment la FUB agit et pourquoi, et de faire un petit pas de côté et de regarder comment le vélo fonctionne un petit peu chez nos voisins européens. Voilà, je vais essayer d'y répondre en 10 minutes. Donc tout d'abord, la FUB, pour la Fédération française des usagers et des usagères de la bicyclette, on agit sous deux types d'actions. La première, ça va être du plaidoyer en fait. Nous, on va essayer d'apporter des outils et de l'expertise à nos 560 associations membres en France pour aller mettre le sujet vélo sur les tables des élus notamment. Et aussi un second volet où là, que je développerai peut-être un petit peu plus tard sur les programmes C2E, donc des programmes de financement que nous, on pilote et qu'on vient apporter, on vient accompagner un certain nombre d'acteurs, notamment avec des enjeux financiers, des subventions. Donc, voilà pour la FUB. Maintenant, si on fait un petit regard sur le vélo en Europe, ce qu'on peut observer ces derniers temps, et ça c'est observable grâce à l'ECF, qui est en fait la Fédération européenne du cyclisme, et dont la FUB est membre, bien évidemment. Cette carte-là, elle nous montre en Europe
comment les pays s'organisent, organisent leur plan national vélo, on va dire. Et le CF a fait comment dire, différentes couleurs selon le statut de ces plans-là. À l'envers, on va dire que tout va bien, il y a bien un plan spécifique dédié sur le volet du vélo. En un peu moins vert, on va dire que c'est des documents similaires où c'est pas correctement rédigé, on va dire, pour le CF. En jaune sous-développé et en rouge-orange, soit ils sont inexistants, soit ils sont beaucoup trop vieux. Globalement, l'idée, c'est de voir que, ce qui est intéressant de voir, c'est qu'il y a une progression, c'est-à-dire que si on revient 10 ans en arrière, la carte était quasiment rouge de partout, et même dans les pays où on a l'habitude de parler du vélo comme un sujet ultra développé, genre aux Pays-Bas, par exemple, même en France. Ce qui est intéressant aussi, et il y a une super analyse faite en 20 pages de l'ECF sur ces plans-là, c'est que on voit le budget qui est alloué de chaque État européen et par habitant. On remarque sur les 5 dernières années que c'est l'Irlande qui investit le plus. On est sur 72 euros par habitant. Quant à la France, on va plutôt être aux alentours de moins de 10 euros. Et par exemple, le Pays-Bas, j'aime bien comparer avec ce pays parce que c'est vraiment là où les gens se disent mais c'est vraiment génial le vélo. Mais en fait, on n'est que sur 15 euros par an par habitant. Mais là, tout l'enjeu, c'est de savoir comment elle est investie cet argent. Et donc, je ne vais pas rentrer dans le détail, mais c'est intéressant de voir les déclinaisons qui sont faites de ces budgets-là. Très intéressant aussi, et j'étais très étonné quand j'ai regardé cette étude, c'est qu'en fait, ces plans-là, ils ne sont pas forcément intégrés dans les stratégies des plans européens sur le climat. Comme si en fait un petit peu le vélo, pour aller réduire nos émissions de gaz à effet de serre, c'était pas pris en compte. Voilà un petit peu ce qu'on peut dire sur le vélo en Europe. Si on se penche maintenant sur le vélo, enfin une comparaison entre la France et certains pays européens, cette carte-là, elle montre la part modale du vélo en nombre de trajets, et ça c'est important, dans les différents pays. En France, on va dire qu'en nombre de trajets, on est à peu près à 3%. J'ai quand même mis la marche à pied parce que souvent les plans nationaux mélangent vélo et mobilité active, dont la marche à pied. Sauf qu'en nombre de trajets, par exemple, en fait là on retombe à 1% de part modale, ce qui est quand même, il faut l'avouer, très très faible. En comparaison, l'Allemagne est à 12%, les Pays-Bas par exemple, on va jusqu'à 20, 26, 25%. Là, je pense que le 41% est un peu élevé, en tout cas la plupart des études que j'ai vues, c'était plutôt du 25. En France, tout de même, on peut se féliciter parce que l'usage du vélo, ça progresse énormément. Plus 48% par rapport à tous les éco-compteurs en fait, qui sont placés sur les différentes véloroutes en France. On en a à peu près 1500. Et c'est Vélo et Territoire qui gère ce suivi. Mais encore une fois, plus 48% sur 1% en fait, des trajets réalisés, en tout cas en nombre de kilomètres, ça fait pas tellement beaucoup plus. Voilà un petit peu. Et aussi, très intéressant en France, si vous tapez vélo ou cyclisme sur Google, vous allez trouver souvent une photo du Tour de France. Et en fait, la représentation qu'on a du vélo en France, c'est pas tellement le vélo du quotidien, mais c'est bien souvent le cyclisme sportif, le cyclisme de loisir. Et là, il y a le ministère de l'écologie qui avait sorti une étude et qui montrait qu'il y avait un tiers des trajets à vélo en fait, qui étaient réalisés pour le compte du loisir. Voilà. Comment la FUB en fait souhaite agir et ce qui pousse la FUB à agir. Il y a plusieurs choses. J'ai mis 2-3 exemples. Mais ce qui est intéressant, c'est que la FUB, sur le volet plaidoyer, elle pousse vraiment sur l'élaboration en France d'un plan vélo ultra cohérent. Et donc, elle a participé assez largement à l'écriture du plan vélo qui avait été lancé par Elisabeth Borne dernièrement, en 2022,
afin d'inscrire, je cite, définitivement le vélo dans le quotidien de tous les Français. Je ne sais pas si pour vous, c'est le cas actuellement. En tout cas, pour nous, ce n'est pas encore suffisant, mais on y travaille. Parmi les points très importants, il y avait les trois qui sont à l'écran là. Et nous, avec ça et ce qu'on a poussé sur ce plan-là, c'est notamment de rendre le vélo accessible à toutes et tous dès le plus jeune âge. Et donc pour ça, on a créé un programme, on bénéficie d'un budget pour créer un programme pour mettre un petit peu tous les écoliers, collégiens et lycéens sur un vélo. Et donc on finance des formations. On agit aussi selon les constats que nous on fait sur nos études ou sur les études de nos homologues. Par exemple, un potentiel qui est énorme pour nous, c'est qu'il y a 60% des trajets domicile-travail qui font moins de 5 km. Tous ceux-ci ils sont réalisés en voiture. On pense qu'il y a moyen d'agir grâce notamment à un de nos programmes qui s'appelle EOPV pour faciliter la réalisation de ces trajets en vélo. Et aussi, un point qui est revenu et qui revient dans beaucoup d'études, c'est que la première raison pour en fait privilégier sa voiture au vélo, c'est parce que on a peur de se le faire voler. Et donc pour ça, il faut du stationnement vélo sécurisé. Et donc on a aussi développé un programme qui s'appelle LVE+, pour tout ça. Dernière chose sur ce qui pousse la FUB à agir, faire respecter les lois. On a un certain nombre de lois qui sont déjà en vigueur en fait, notamment depuis 1996 avec la loi LOR, pour ceux qui connaissent peut-être. Par exemple, il est obligatoire de prévoir des aménagements cyclables à chaque rénovation d'axe routier en agglomération. Ça, il n'y a pas forcément grand monde qui le sait. Également, la nouvelle loi LOM, elle impose un nombre minimum de stationnements sécurisés pour les vélos dans les gares. Et le constat que certaines assos ont fait, et notamment ANV COP21 et Alternatiba, qui ont sorti un rapport là-dessus, en gros, c'est pas respecté et il n'y a personne pour le vérifier, il n'y a personne pour amender. Donc, c'est aussi une des veilles que nous, on a à faire dessus. Ce dont on fait attention aussi, c'est d'essayer d'accompagner un maximum les collectivités, et c'est pour ça qu'on essaie de sortir des programmes de subvention, parce qu'avec la loi LOM, par exemple, il y a un certain nombre de compétences qui reviennent désormais en termes de mobilité aux intercos et aux communes, en fait, qui ont la compétence obligatoire, mais qui n'ont pas forcément tout le temps les ressources budgétaires et humaines en interne. Et donc, il faut des FUB ou des pas FUB, mais il faut des gens pour les accompagner. Le petit schéma à droite, ça c'est aussi un cheval de bataille, c'est-à-dire qu'en France, on dispose d'un certain nombre d'axes secondaires, des routes agricoles, des routes communales, que nous, FUB, on aimerait voir se transformer plutôt en vélo-voie. C'est pour un peu contrer l'argument de dire oui, on veut du vélo, mais ça coûte cher de faire des infrastructures cyclables. Oui, mais en fait, on pourrait mettre de la signalisation assez simple sur des axes déjà existants et les bloquer aux voitures, par exemple, ou laisser passer des tracteurs seulement. Et voilà, l'idée, c'est de dire que nos infras, elles sont déjà là. Il suffit juste d'un petit peu d'intelligence collective pour les mettre au service du vélo. Dernière chose sur ce qui pousse la FUB à agir, nous, on plaide vraiment, et c'est l'exemple que nous montre les Pays-Bas, c'est que pour que le vélo fonctionne, pour qu'il y ait un certain nombre de services à destination des usagers, des Français, il faut en fait rentrer dans un système vélo, comme la voiture a un système voiture. Vous avez un certain nombre de parkings, de routes, d'autoroutes dédiées au vélo, un panel de services énorme. Et c'est pour ça, c'est grâce à ça que le système voiture, il tient. Si on veut que le système vélo il tienne, il faut qu'il y ait un système dédié et qu'il y ait un certain nombre de choses qui gravitent autour du vélo. Et nous, c'est pour ça qu'on se bat et on a un certain nombre de programmes dédiés sur des sujets spécifiques, mais on se bat pour en développer de plus en plus et aller en fait essayer de répondre aux usages du vélo dans un domaine, dans le domaine du commerce par exemple, mais aussi dans le domaine du tourisme, etc. En fait, d'avoir le système vélo un petit peu partout, qu'on puisse l'essaimer, qu'on puisse le répondre un petit peu partout. Et au final, ça peut donner quelque chose. Mais des actions isolées, de notre point de vue en tout cas, ça donnerait beaucoup moins. Et dernière slide, je vois que j'ai déjà dépassé le temps.
Si vous avez envie de vous investir sur le sujet du vélo, et cetera, nous, la FUB, on fédère 560 assos à travers la France. Vous en avez forcément une à côté de chez vous et surtout, vous avez forcément une asso à votre image. Par exemple, ça peut être, de devenir bénévole, d'aller apprendre à réparer son vélo, puis d'apprendre par la suite à d'autres. Ça peut être, de s'investir dans un conseil d'administration, et cetera. Enfin, il y a vraiment, énormément de rôles. Également, vous pouvez aller travailler, dans le domaine, et donc on a une rubrique dédiée sur notre site si jamais vous cherchez un emploi. Vous pouvez également vous saisir de nos campagnes de plaidoyer et de nos programmes. On en a plein. J'ai pas parlé de Parlons Vélo, mais c'est quelque chose qui intéresserait la FUB évidemment, puisque on va essayer d'interpeller grâce à cette campagne nos élus lors de toutes les élections, qu'elles soient locales, ou nationales. Heu, voilà. Il y aurait 1000 choses à dire sur comment agir en faveur du vélo, mais voilà un petit peu moi, mes actions, que je privilégierais. Voilà, merci. Trop bien, Jean-Loup. Ben, merci beaucoup et oui, pour tout ce qui est des actions et des moyens d'agir, on va peut-être essayer d'en évoquer quelques-uns en plus au travers des questions. Donc trop bien. En fait, ce qui est trop cool avec vous deux ce soir, c'est qu'on a vraiment enfin, on a vraiment une vision un peu globale du vélo. On a plus l'aspect voyage avec Sybille et on a plus l'aspect modalité de transport avec toi, Jean-Loup. Donc vraiment, là, je m'adresse à tout le monde, mais faites-vous plaisir en termes de questions. On n'est pas tous ni toutes des grands cyclistes ici, et il n'y a pas de honte si vous n'êtes pas en mesure de faire du vélo taf pour quelconque raison que ce soit, mais que vous avez des questions, surtout n'hésitez vraiment pas. On est là pour ça aussi. Du coup, juste, je voudrais lancer un peu les questions avec peut-être quelques points qu'on avait évoqués, nous, dans le programme de la Convention populaire et qui n'ont pas forcément été évoqués dans vos présentations. Et puis après ça, on récupérera les quelques questions qui ont déjà été mises dans le chat et puis vous pourrez poser toutes les questions que vous voulez, la troupe. Mais je voulais commencer par toi, Sybille. Il y a une question que je trouve qui est quand même vraiment importante à aborder là et qu'on avait mis dans le programme, c'est comment passer le pas du voyage à vélo? C'est quoi globalement qui fait que on part pour la Alors, première fois en fait en voyage à vélo? Ou qu'on part pas d'ailleurs. alors, au tout début, c'est d'abord on commence à faire du vélo et petit à petit on allonge les distances. Chez la Trace, la manière de résoudre cette problématique-là, c'est justement d'accompagner pour les premières aventures, justement avec cet aspect de niveau, c'est de rassurer en fait les utilisateurs qui vont prendre une trace facile en leur apportant toute la checklist de matériel nécessaire. En fait, casser toutes les barrières qui existent, qu'on se construit et qui en fait n'ont pas vraiment lieu d'être. Moi, j'ai eu la chance d'être accompagnée par plein d'amis qui font des voyages à vélo. L'idée de la trace, c'est d'être un peu ce compagnon au moment où on va réserver son voyage, d'avoir toutes les clés en main pour qu'il n'y ait aucune friction et qu'il n'y ait pas de peur qui se crée au moment où on va vouloir commencer justement son premier voyage à vélo. Et on peut en parler un petit peu après. Je crois qu'il y avait une question qui était orientée un peu là-dessus, mais on a eu la chance d'avoir nos premiers utilisateurs qui étaient beaucoup des utilisatrices qui ont fait leur premier voyage solo, dont parfois des voyages assez longs. Donc ça montre bien que quand on casse justement ces peurs, simplement avec des explications simples, on peut faire des grandes choses. Ouais, tout à fait. On a eu à peu près 80% de clients qui sont des femmes depuis le début de l'activité. C'était une grande surprise, on s'y attendait absolument pas. Ça nous rend très fiers et très heureux. Différentes choses, je pense que les freins qui sont exprimés, c'est souvent les mêmes. La première chose, c'est la sécurité. Et de fait, c'est une problématique. Là où les Espagnols respectent les cyclistes tout le temps, tout le temps, tout le temps, quelles que soient les conditions, dans un col, tu avances à 7 km/h, l'automobiliste restera derrière, il klaxonne et il t'encourage quand il passe, c'est incroyable. En France, on est un peu moins discipliné. Donc du coup, on essaye vraiment de proposer des itinéraires débutants qui sont sécurisés le plus possible en voie verte, en voie propre et loin des voitures, et de proposer des itinéraires mixtes pour les
gens qui sont un peu plus expérimentés. Et le deuxième frein, c'est très souvent je n'y arriverai pas, je ne suis pas assez sportif, j'ai pas le niveau, c'est pas pour moi. C'est là que c'est important bah, voilà, de proposer des voyages où les journées, c'est 30-40 km, potentiellement avec un vélo électrique, où on va faire en fait plein de choses autres que le vélo pendant le voyage, à savoir aller visiter un musée, aller déguster quelque chose chez un producteur, etc., etc. Et du coup, dans la foulée, on peut peut-être commencer à répondre aussi à la question qui était posée dans le chat sur le côté adapté. Comment est-ce qu'on fait pour avoir des voyages adaptés au handicap? La première réponse, c'est justement dans le choix des itinéraires, avoir des itinéraires sécurisés qui sont en dehors de la circulation. Lié à ça, moi si je dis une bêtise, on a, enfin, certains types de handicap moteurs en fait peuvent, à l'instar du coup du vélo, avoir des trottinettes électriques sur lesquelles on vient mettre un fauteuil roulant, et c'est ça le début du coup de l'aventure de l'aspect inclusif de certains itinéraires. Ouais, tout à fait. Du coup, sur cette question-là, j'ai un petit biais, c'est que mon meilleur ami a monté une boîte dans le handicap qui s'appelle Omni et dont le but, c'est de donner de la mobilité aux personnes en fauteuil roulant. Donc, très concrètement, ils vendent une fixation qui permet de brancher une trottinette sur un fauteuil électrique. Et donc, les handis pilotent leur trottinette, dont le guidon est déporté. Donc, il y a une potence qui vient leur ramener le guidon comme ça. Et puis, ils pilotent sur leur fauteuil. Et donc, on a eu envie, dès le début, d'essayer de mettre ces gens-là sur les mêmes voyages à vélo que les valides. Bon, qu'on se le dise, ça n'a rien de facile. Il y a beaucoup, beaucoup de freins. Ce qu'il faut retenir, c'est que, il faut que le terrain soit relativement lisse il faut éviter les radars à 15% parce que ça passe pas. Et donc voilà, donc on essaie de réfléchir au maximum pour que ce soit possible pour ces personnes. C'est compliqué, mais on pense que c'est important et que en miroir, ça donnera aussi beaucoup d'énergie à tous les gens qui vont voir ces gens handicapés faire ces voyages. Et là, il n'y a plus de je peux pas le faire puisque ces personnes en fauteuil arrivent à le faire. Donc voilà, c'est un super message pour tout le monde. Trop cool, trop intéressant. Et je vois que Trévis, tu viens de mettre le lien de Omni Community dans le chat. Donc si vous voulez aller jeter un œil, n'hésitez surtout pas. Je pense qu'on peut peut-être déjà prendre une ou deux questions pour vous, la team Latras, s'il y en a dans l'assemblée qui ont envie de poser une question à Laura, l'histoire que ça rende un peu la présentation interactive. Et puis après, on complétera avec les questions du chat. Vous oubliez pas, vous inquiétez pas, même si vous écrivez vos questions, je les note et on les reprendra après. Mais est-ce que quelqu'un a une question à poser à la team de la trace? Il y avait deux autres dans le chat qui peuvent être dit en vrai. N'hésitez pas et si vraiment vous êtes trop timide, et ben écoutez, mettez vos questions dans le chat et puis on les posera à nous. Il y avait deux questions de Léa dans le chat. Ouais. Ouais, voilà, j'avais deux questions du coup, je les retrouve plus là. Mais en gros, la première c'était pourquoi la Bretagne et est-ce que vous avez d'autres régions qui sont en cours de définition, expérimentation? Et la deuxième, c'est est-ce que vous pouvez nous en dire plus sur la typologie des points d'intérêt et comment vous les définissez? Voilà. Je prends la première, tu réponds la deuxième. La première question sur est-ce qu'on prévoit d'autres régions, la raison et pourquoi est-ce qu'on a commencé par la Bretagne, c'est que ce monsieur est d'origine bretonne et qu'il a traversé en long, en large la Bretagne, et donc il connaît les itinéraires bretons. Voilà la raison. On est en train de travailler sur des itinéraires aussi du côté des Châteaux de la Loire, où il y a un très beau réseau vélo là-bas. Et puis, bien évidemment, le but, c'est d'attaquer partout en France et de faire découvrir la France à l'ensemble des Français
les personnes qui s'y promènent, hein, montrer la beauté de nos territoires, quelle que soit la région. Yes. Donc Et comment le ça va but en être 2025, c'est de nous étendre dans toute la France. On a commencé par la Bretagne parce qu'on voulait faire ça bien, on voulait avoir des vrais itinéraires qui ne sont pas les itinéraires classiques, qui sont des itinéraires qui ont été reconnus. Et donc le but en 2025, ça va être de s'entourer de gens qui ont de l'expérience à vélo, en particulier en voyage, pour proposer des itinéraires partout sur le territoire, pour répondre à la première question. Pour la deuxième, et ce qui concerne les points d'intérêt, c'est une vaste question et la réponse est longue, complexe et douloureuse. Il y a évidemment un énorme enjeu de dire, OK, très bien, dans un an, on a une carte avec les 5000 points les plus cool à visiter en France. On a je vais parler en termes techniques, mais on a une espèce d'un agrégateur de bases de données donc, qui consolide plusieurs sources, qui dédoublonne et qui nous rend des points d'intérêt avec différents niveaux de priorité. Donc pour faire simple, on est intégré avec plusieurs systèmes et donc on a des premiers scores de points d'intérêt et ensuite on fait un travail à la main d'essayer de mettre en avant les points d'intérêt qui sont connus de tous, mais aussi des points d'intérêt secondaires. Et ça, c'est hyper important dans notre démarche. Pour l'instant, le tourisme, c'est quand même quelque chose de très consumériste, comme le reste de la société par ailleurs. Et donc, ça se concentre sur très peu de lieux. Il y a beaucoup de gens qui vont au Mont-Saint-Michel, il y a beaucoup moins de gens qui vont à la Pointe du Grand, qui est juste en face et qui permet de le voir de façon encore beaucoup plus belle et surtout sans personne à côté de soi, ce qui est parfaitement agréable. Et donc voilà, c'est aussi ça l'enjeu de dénicher des petits points d'intérêt, pépites que les gens ne connaissent pas nécessairement. Et on peut répondre dans la foulée à la question de Valentine. Et c'est quoi votre articulation avec les offices de tourisme, les offices de tourisme et notamment l'incroyable office de tourisme régional de Bretagne? Et c'est quoi votre modèle économique? Donc pour la première question, on essaye justement de travailler avec des offices de tourisme pour mettre en avant le territoire, à la fois d'un point de vue média et aussi de potentiellement créer des itinéraires. Si vous avez des contacts privilégiés, nous sommes intéressés. Et si tu veux répondre sur le modèle économique de manière plus large. Ouais. Donc ouais, important pour nous de rentrer en contact avec les offices de tourisme. Il y a on leur propose différentes choses selon leur maturité. Il y a des offices de tourisme avec lesquels on commence la discussion et en fait, ils ont déjà une très bonne connaissance, ils ont déjà une base d'itinéraire, etc., etc. Ces gens-là, on leur propose d'enrichir leur base d'itinéraire avec notre base de données, donc de rajouter les points d'intérêt le long des routes, etc., etc., de les publier sur notre plateforme. Mais les itinéraires sont déjà là et on les utilise parce qu'on juge qu'ils connaissent mieux leur région que nous. Et ce sera encore plus vrai quand il ne s'agira plus de la Bretagne. Et ensuite, pour ce qui est du modèle économique, il est divers. Pour l'instant, on vend des voyages packagés. Donc, on vend une prestation d'agence de voyage où on a une personne au téléphone, on passe du temps, on comprend son contexte, ses besoins, on lui propose le voyage à vélo qui lui convient, la location de vélo si c'est nécessaire, la réservation des hébergements. Donc voilà, c'est zéro charge mentale, on s'occupe de tout. Et on est en train de réfléchir en ce moment à expérimenter un autre mode qui serait en fait de mettre ce qu'on a construit à la main de l'utilisateur, donc d'offrir une sorte de guide du routard interactif où on va pouvoir accéder à toutes les traces et ensuite quand on a sélectionné une trace, on va pouvoir accéder aux points d'intérêt, aux restos, aux hébergements le long de la route et choisir ce qui nous plaît. Et la dernière partie de notre modèle économique, c'est justement cette relation avec les offices du tourisme, où du coup on crée du contenu ensemble, on vient reconnaître les itinéraires sur le terrain et on vend un package autour de ces prestations-là. Voilà.
Trop cool. Merci beaucoup pour les réponses. Je vois que tu as ta main levée. Est-ce que tu veux poser une question? On On ne ne t'entend t'entend pas. pas. Vous m'entendez pas? On Ah, on t'entend. t'entend. Ok, je parlais dans le vide. Euh, ouais, une question, et ça fera peut-être le pont avec des questions qui pourront être posées à Jean-Loup. Est-ce que dans cette démarche de réflexion, d'élargissement de votre activité, et par rapport justement aux données que vous pouvez déjà avoir, vous avez déjà identifié des régions où le réseau était beaucoup moins présent, où ce serait beaucoup plus compliqué, etc. Euh, que ça soit des territoires de montagne ou d'autres territoires où bah, voilà, l'implantation en termes de voies cyclables, etc., n'est pas du tout la même. Enfin, est-ce que vous avez un peu un regard là-dessus? Ouais, merci beaucoup pour cette question, c'est hyper intéressant. Alors, la réalité est très hétérogène de ce qu'on en comprend. Tout le monde n'est pas la Loire à vélo et tout le monde n'a pas eu le budget pour faire de l'aménagement parfait, pensé en amont, éprouvé sur des années, etc., etc. Donc, il y a des régions qui sont beaucoup moins cyclistes. Quand on regarde la carte des véloroutes, bah, bizarrement, le nord, c'est pas très pourvu. L'est de Paris, c'est pas très pourvu. Dans les montagnes, c'est un petit peu différent parce que, évidemment, sur l'école, il n'y a pas de route en propre. Et en même temps, quand on se lance dans le galibier, si on n'est pas complètement débile, on a plus qu'un mois d'expérience à vélo. Bon, bah, je vous encourage à le faire, même si vous avez moins d'un mois d'expérience, c'est toujours bien d'être débile, mais voilà, il y a moins cette problématique d'avoir des routes en propre et ouais, de partager la route avec les voitures. Voilà pour la réponse courte. Heureux les fêlés. Il y avait aussi une petite question sur l'intermodalité. Je pense que c'est quelque chose d'hyper important. Euh, on a vraiment conçu tout depuis le départ pour que les trajets soient accessibles depuis une gare au début à la fin, que ce soit une boucle ou un trajet en itinérance. Pour faire ça, on a mappé toutes les gares de France dans l'appli. Et ensuite, on a vraiment réfléchi à partir de ça. C'est la façon dont nous, on organise nos voyages et c'est la façon dont on pense que tout le monde devrait les organiser. Juste pour rappel, en termes de carbone, quand on prend un TGV versus une voiture où on est tout seul, 1 kilomètre en voiture, c'est 112 kilomètres en TGV. Donc, ça permet d'aller loin. Et juste peut-être vous montrer ça en partage d'écran. Là, Voilà. là. Donc là, pour l'instant, vous avez uniquement la Bretagne, mais ne vous inquiétez pas, le reste est en préparation dans les bacs et on y passe beaucoup de temps. Et donc voilà, on a tout le réseau ferré avec des gares en Bretagne, mais elles seront partout sur le territoire. Et donc on veut vraiment avoir un truc de, OK, une gare, une destination, boum, je commence mon voyage et ça fonctionne. Il faut évidemment mettre en avant les informations quant au vélo non démonté, démonté, etc., ce qui vous a tous fait souffrir une fois dans votre vie. Mais voilà, c'est au cœur de l'affaire et c'est très important. Trop cool. Et ben, merci beaucoup pour les réponses, c'est méga intéressant. Je vais peut-être enchaîner avec Jean-Loup. En fait, il y a quelque chose qu'on avait mis dans le programme et que, pareil, je pense que c'est quand même assez important d'évoquer. Euh, En fait, c'est quoi concrètement le taf d'une asso vélo en France? Tu vois. Du coup, pas forcément de la FUB, hein, une asso vélo qui est membre de la FUB. Bah, après, vous, c'est vrai que c'est un peu différent parce que vous êtes une communauté d'associations, en fait. Mais bah, Ouais, d'ailleurs, tu peux répondre aux deux, en fait. Si vous, votre taf en tant que communauté d'asso, ça consiste en quoi? Et quand tu es une association vélo,
Après, j'imagine que bon, il y a une réponse qui est quand même assez longue à ça, c'est que ça peut être plein de choses, mais globalement, si on part de vous, par exemple, de la FUB, c'est quoi? Hem, pour répondre à des questions, du coup, nous, la fédération, on s'est créé en 1980, du coup, parce qu'en fait, on voyait qu'il y avait un certain nombre d'assauts en France qui se développaient sur le sujet du vélo, mais qui se parlaient pas forcément, qui dialoguaient pas forcément. Et du coup, avoir une instance peut-être un petit peu plus haute, ça permettait, en tout cas à l'époque, de faire le lien entre toutes celles-ci. Ça a bien évolué et depuis, l'idée, c'est d'apporter des outils, de l'expertise, des ressources en fait, en tant que tête de réseau avec des gros guillemets, hem, pour, nourrir ces assos et les accompagner dans leurs différentes actions. Ça, c'est la FUB. C'est vraiment ce pourquoi, nous, on travaille tous les jours. C'est-à-dire d'animer notre réseau, c'est la raison principale, d'existence de la FUB. Depuis, on s'est un petit peu développé et des activités annexes, dont les programmes de subvention, mais c'est toujours dans l'idée d'aller nourrir nos assos, enfin les assos qui sont membres. Au départ, il y en avait 80, désormais il y en a 500 et quelques. Et comme tu l'as bien dit, le taf d'une asso vélo sur le terrain, ça peut être énormément de choses. Il se trouve quand même que la FUB, à l'époque de sa création, les assos qui se sont manifestés, c'était quand même des assos très militantes. Donc vraiment, on veut donner de la place au vélo. À l'époque, c'était aussi en réponse au développement, comment on peut le qualifier, extraordinaire un petit peu de la voiture, qui a pris une place telle dans l'espace public que je pense que pédaler à Paris ou ailleurs en 1980, c'était signer un peu son arrêt de mort, quoi. Et donc, en réponse à tout ça, voilà, il y a un certain nombre d'assauts militantes qui sont développés sur le sujet. De plus en plus, les assos, elles se diversifient. Il y en a qui se professionnalisent, qui vont faire de la vélo-école, qui vont spécialiser dans la création d'événements, etc. Mais tout ça pour dire que si vous rentrez dans une asso vélo, la plupart, elles vont être très militantes sur des sujets, donc et elles vont faire du plaidoyer auprès des élus des collectivités, elles vont pousser des sujets vélo, mais il y a aussi bien d'autres aspects, des aspects conviviaux, etc., qui font, qui font la part belle à ces assos-là. Mais comme ça, j'ai pas d'exemple. En vrai, il y a tellement d'assauts différentes. Là, je pense à une asso qui est dans le 10e arrondissement de Paris, où eux, en gros, leur credo, c'est ils ont un atelier d'autoréparation. Ça, c'est une des activités qu'ils proposent. Mais surtout, c'est de faire des teufs sur le sujet vélo, quoi. Et en fait, tous les 15 jours, ça part en DJ set vélo, en, Vélorussion avec une grosse enceinte et 60 personnes qui se trimballent dans les rues, etc. C'est pour ça que je disais que on peut tous trouver pardon, une asso vélo qui est à son image. Ok, trop cool. Prévis, t'as ta main levée. Tu voulais partager une question du chat, je crois. Ouais. Ouais, alors il y en a plusieurs. Je vais les reprendre après dans l'ordre, mais j'en profite pour rebondir sur ce que tu dis, Jean-Loup. Il y a deux questions. Il y a une question qui a été posée tout à l'heure dans le chat qui demandait comment on explique cette faible part modale qu'on a en France. Et est-ce que tu as des chiffres sous la main concernant... alors c'était, est-ce que tu as des chiffres sous la main concernant les villes en France? Par exemple, dans quelle ville en France on a la plus grosse part modale de trajet vélo? Est-ce que tu as un Ouais, peu des données sur c'est quoi les bons élèves, les mauvais élèves? ouais. Euh, et, euh, et moi, ce que je comprends avec cette question, c'est aussi, est-ce que par rapport à d'autres pays où la part modale elle est supérieure, est-ce que chez nous, c'est particulièrement la ruralité qui fait baisser cette part, ou même dans les villes, en fait, il y a un écart conséquent? Bah, ouais, c'est vrai que tout à l'heure, j'ai parlé des chiffres de la part modale en France, qui sont pas forcément très bons par rapport à certains autres voisins. Donc, 3% en France de déplacements en vélo en nombre de trajets, 1% en nombre de kilomètres, ce qui est quand même très très faible. Mais donc là, c'est la question de Gauthier, je crois. Il y a des très bons élèves, c'est-à-dire que à Strasbourg, Bordeaux, par exemple, et j'ai perdu l'autre ville, mais je la retrouverai, Grenoble, évidemment.
c'est plutôt les très bons élèves. C'est-à-dire que, par exemple, en ce qui concerne les trajets domicile-travail, on va presque au-delà de 20% de trajets réalisés à vélo. Après, même dans des grosses métropoles, pour le coup, où on est censé peut-être avoir du budget ou des ressources pour s'en occuper, si on va à Marseille ou si on va à Saint-Étienne, c'est vraiment compliqué pour le vélo. Il n'y a pas d'infra, enfin, en tout cas, les infras sont sous-développées, ce qui est quand même ce qu'on regarde, même si c'est pas la seule chose quand on souhaite se mettre au vélo, par exemple. Là, je crois qu'on atteint à Marseille moins de 1% des trajets avec Saint-Étienne qui sont réalisés pour aller au travail. Donc, on est vraiment sur quelque chose d'assez faible. Et puis Paris, si on veut prendre un petit peu la moyenne des villes, c'est à peine 10%, quoi. Quelque chose comme ça. Voilà. Donc évidemment, tous ces chiffres sont relativisés en fonction des villes, Ouais. etc. Mais tout ça pour dire qu'il n'y a pas que la ruralité. Et d'ailleurs, on a des exemples assez marrants par exemple, d'un collège dans le périurbain de Bordeaux, où là, il y a 90% des élèves, donc des écoliers de la 6e à la 3e, qui vont se déplacer d'un village à un autre, qui est entrecoupé de 5 km. Et donc là, pour aller à l'école, par exemple, il y a 90% des écoliers qui vont faire le job à vélo. C'est assez fou. Voilà, je crois que la première Ok. question, j'ai dû la zapper, mais Non, mais si, c'était ça. Et j'en profite pour rebondir, mais n'hésitez pas s'il y a des personnes qui ont des questions, à lever la main ou à poser dans le chat. Je rebondis là-dessus pour te poser une question qui va amener à te poser une question binaire qui va amener à une réponse qui mérite plus de nuances. Mais tu as beaucoup parlé de plaidoyer, beaucoup d'infrastructures. Est-ce qu'on peut considérer en France que la plus grosse partie du problème de l'écart qu'on peut avoir au niveau de la part modale, etc., concrètement, pourquoi il n'y a pas plus de pratique du vélo, c'est dû à un manque d'infrastructure, à un manque d'investissement, ou est-ce que c'est pas plutôt dû au fait que culturellement, la France, c'est peut-être pas un pays de vélo, où on n'a pas une culture de vélo. Enfin, si tu par rapport à ça, je peux te faire un comparatif, par exemple, avec le train, qui est un ouais. sujet qu'on connaît plus. Le train, on sait très clairement que les gens veulent prendre le train, que d'année en année, de plus en plus de gens prennent le train, mais que les infrastructures, ça ne suit pas. Euh, c'est quoi le constat un peu que vous faites du côté du vélo là-dessus? Le constat, et je le disais tout à l'heure, c'est marrant quand tu tapes vélo ou cyclisme sur Google en France, enfin, sur le google.fr, tu vas tomber sur un Lance Armstrong ou une vidéo du Tour de France, quoi. Si tu le fais aux Pays-Bas, c'est complètement différent. Là, tu tombes sur le vélo du quotidien. Après, de là à dire qu'on n'est pas un pays de vélo du quotidien, je ne sais pas. Mais en tout cas, actuellement, c'est sûr que le constat, c'est celui-ci, c'est que la plupart des trajets à vélo, ils sont réalisés pour le loisir et c'est très bien, hein. Nous, on encourage la trace, on encourage plein d'autres trucs. Moi-même, je fais des ultras, etc. à vélo et je suis trop content de le faire, mais j'aimerais bien le faire aussi sur des aménagements un peu plus structurés parfois et que ces aménagements ils puissent me servir aussi tous les jours. Parce que voilà, pour avoir testé le vélo à Paris comme dans un petit village des Hautes-Alpes, c'est assez différent quand même, hein. Sur le petit village des Hautes-Alpes, globalement, tu vas faire ton vélo de loisir, tu vas pas faire ton vélo du quotidien, quoi, pour aller au boulot. Mais nous, du coup, au-delà de cette question-là, si je devais y répondre je dirais non, on n'est pas forcément un pays de vélo, clairement. Ça soulèverait des questions, etc. Mais surtout, ce que je vois, c'est que tant qu'on n'aura pas un système vélo, le schéma que je montrais tout à l'heure, tant qu'il n'y a pas un écosystème et des acteurs qui gravitent, des services qui gravitent autour du vélo, on ne pourra pas espérer en fait faire décoller cette part modale-là et rattraper nos voisins si on veut. Mais l'objet, il est même pas là. C'est que je ne sais même pas si on arrivera un jour à la cyclabilité, on va dire, si je puis dire des Pays-Bas. Mais en tout cas, si on veut que ça décolle, si on veut que ça ait un réel impact sur les émissions de gaz à effet de serre, notamment, parce qu'on ne le dit pas, mais la FUB, elle existe aussi pour ça, il faut que ce système vélo, il existe. Et par exemple,
le vélo était beaucoup plus développé avant l'âge d'or de la bagnole, comme les transports en commun d'ailleurs, puisque quand les gros poissons de la voiture sont arrivés au début du XXe, on va dire, ou en tout cas un petit peu après la Seconde Guerre mondiale, bah, ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont fait couler les autres systèmes pour développer et surdévelopper le système de la voiture. Alors nous, c'est pas ce qu'on compte faire. On n'a pas envie de couler le système bagnole parce que bah, il existe et il est utile sur plein de territoires. En revanche, il faut que le vélo ait un système qui le mérite, sinon on ne pourra jamais se développer autant, quoi. Longue réponse pour dire que le pays la France n'est pas forcément un pays de vélo. Non, mais trop bien, merci pour ta réponse. Et moi, je trouve ça vraiment intéressant en fait, de réfléchir à ta réflexion sur l'aspect système. Ouais, Parce que c'est vrai que mettre en avant, enfin, ne booster qu'un critère ne permet pas de solutionner le problème. Et je te rejoins sur le fait que oui, l'arrivée de la voiture a saboté d'autres systèmes, ouais, notamment celui du ferroviaire, qui était bien plus développé qu'avant. Et, euh, Et quand on parle de système, et par exemple qu'on fait le lien entre train et vélo, par exemple, ça pourrait aider la pratique du vélo, le fait que selon les régions, ça soit pas aussi galère ouais. de prendre un train avec son vélo, quoi, par exemple. Et je rebondis sur la question de Valentine. Je vois, avez-vous une carte des réseaux secondaires en France rendue uniquement cyclable? Donc là, j'ai en face de moi, je regardais, je levais les yeux au ciel parce que j'ai le schéma national des véloroutes, donc une grande carte qui a été éditée par Vélo et Territoire et qui recense un peu tous les itinéraires qui sont recensés avec des écouteurs, etc. Et en fait, on a déjà un réseau d'infra existants en France, notamment voiture, et c'est pour ça qu'il ne faut pas supprimer le système voiture, parce que le système voiture nous apportera à nous, vélo, des infras, c'est-à-dire que les routes agricoles, les routes communales, franchement, c'est tellement un super outil, alors notamment pour aller réaliser des sorties loisirs, mais ce serait tellement un super outil en développant un petit peu de signalétique pour aller faire la liaison entre deux villages de montagne ou deux villages de plaine, que en fait ce réseau-là, il est trop utile, quoi. Mais du coup, pour répondre clairement à ta question, Valentine, on n'a pas cette carte-là. En revanche, la carte de vélo et territoire, elle peut déjà te donner certaines indications. Et désolé, Louisa, t'avais une question. Non, en fait, je voulais surtout te poser une question qui est dans le chat. C'est Camille. Alors là, du coup, ça va être un peu pour vous deux, la trace et la FUB pour le coup. Mais Camille, elle écrit euh, je suis surprise que la principale raison invoquée par les gens pour ne pas faire plus de vélo soit la peur du vol, ce qui est différent de la question de la sécurité évoquée par Sybille et Corentin. Les contraintes sont-elles différentes pour le cyclotourisme et le vélo de tous les jours? Donc là, Double double question. parole. Euh, Tu veux y répondre, Sybille, d'abord ou... Je pense qu'on a clairement un avis assez fort là-dessus, qu'effectivement, les contraintes ne sont pas les mêmes. Ouais, Le sujet de la sécurité est vraiment très, très présent sur le cyclotourisme. Et justement, ce besoin d'itinéraires sécurisés pour des publics qui sont moins habitués. Et puis même, de manière générale, c'est plus confortable pour l'ensemble des usagers que d'avoir un réseau sécurisé où on peut se promener et où on met en avant les points d'intérêt sur la route et tout est pensé pour justement ne pas avoir à se soucier de cet aspect sécurité. Après, sur le vélo tous les jours, là, pour le coup, je pense que Jean-Loup, tu seras plus calé que moi. Euh, ouais, nous c'est une peur qui a été remontée sur pas mal d'études en fait. Et on s'est dit quand on a commencé à élaborer des programmes de subvention sur quelle thématique en fait on veut tourner nos programmes. Et donc, moi aussi, hein, j'étais étonné, mais c'est une des premières raisons en effet invoquées par les gens, c'est-à-dire moi je n'achèterais pas un vélo perso parce que dans la rue il n'y a rien pour le garer, c'est pas sécurisé. Donc on avait élaboré ce programme qui s'appelle Alvéole Plus qui permet de financer du stationnement. Euh, mais évidemment, il n'y a pas que ça. Par exemple, dans la part modale, ce qui est intéressant de, de,
comment dire, d'aller creuser, c'est la différence entre la part modale des hommes et des femmes sur le vélo. La part modale des femmes, elle est moitié moins. Pardon, j'ai perdu. Enfin, il y a 2 fois moins de femmes, pardon, je vais y arriver, qui pratiquent en fait le vélo par rapport aux hommes. Et notamment, la question qui revient, c'est en fait, c'est l'insécurité, clairement, qu'on peut avoir sur un vélo ou en tout cas dans l'espace public, parce que globalement, l'espace public, il a été pensé par des hommes pour des hommes. Et les femmes ne se sentent pas forcément déjà à l'aise sur un trottoir. Et ben en fait, dans la pratique du vélo, on le ressent encore plus. Du coup, pour comment dire, y pallier, la voiture, c'est un peu plus, c'est un peu, en tout cas, c'est perçu comme un outil de déplacement qui est beaucoup plus sécuritaire. Et donc, si on a le choix entre les deux, on prendra la voiture, évidemment. Et donc, là, il y a une question qui est assez gigantesque. Et pour le coup, je vois pas beaucoup de travaux, en tout cas là-dessus. Il y a un super rapport qui a été sorti, notamment coécrit par la députée européenne Karima Delli, mais ça, c'est un sujet, quoi. Clairement, faire en sorte que nos itinéraires cyclables, nos routes, etc., en tout cas notre espace public, soit safe pour tous, ce serait un sacré levier. Et notamment parce que dans les formations que la FUB va dispenser, par exemple, on voit qu'il y a beaucoup plus de femmes qui vont participer à ces formations, par exemple, parce que l'engouement, il est là, quoi. Elles ont envie d'aller à vélo au travail ou faire du loisir à vélo. En revanche, il y a encore le frein de la peur, de l'insécurité qui est présent. Mais j'aurais pu en citer plein d'autres, mais celui-là, il me paraissait important. Très important même. Je vais poser la question de Hugo, qui l'a déjà mis 2 fois dans le chat. Et puis après ça, surtout, n'hésitez pas à juste ouvrir vos micros et prendre la parole, même si c'est pour partager quelque chose, pas spécialement une question, mais partager, que ce soit de l'expérience ou juste que vous ayez envie de rebondir sur quelque chose qui est dit. Hugo, il demandait, est-ce que vous pouvez nous renseigner sur les traces des Eurovélos? Elles semblent en développement, mais il faut parfois recroiser des routes plutôt utilisées par les voitures. Très intéressant. Ouais, moi je peux répondre. Peut-être Sybille peut apporter aussi des compléments. En effet, les véloroutes, c'est pas forcément que des itinéraires pour les vélos, c'est-à-dire que c'est pas que des voies cyclables. Ça va être aussi parfois des voies mélangées avec des voitures, etc. Donc c'est pas tip top, mais sur la carte du coup de Vélo et Territoire dont je parlais tout à l'heure, tu peux quand même visualiser assez facilement tous les itinéraires euh, cyclables et faire le distinguo entre l'itinéraire cyclable que tu vas avoir tranquille pendant 30 bornes sans bagnole et l'itinéraire cyclable où en fait tu vas être sur une voie mélangée avec les voitures. Donc, ces cartes-là, elles me paraissent intéressantes. J'en vois pas d'autres qui détaillent autant pour le moment. Après, niveau carto, peut-être que la trace sera un peu plus au fait, je sais pas. Bien sûr, ça arrive, ça arrive. Non, Je mais vois qu'il y du a coup, plein de pour les questions Eurovélos, d'ailleurs. Pardon. Pardon. On a tous parlé en même temps là. c'est le risque. Pour les Eurovélos, effectivement, il y a des réalités très différentes. C'est quand même des routes qui sont sécurisées sur l'essentiel de leur longueur. Après, c'est ça, il y a des voies en propre, des voies partagées. Souvent, quand même, les concepteurs ont eu le bon goût de sélectionner des itinéraires routiers secondaires pour les voitures. Donc, en gros, la stratégie, c'est un peu tout le temps la même. C'est on construit un axe énorme à côté où les grosses voitures sont contentes d'aller très, très vite. Et du coup, il y a un axe secondaire qui est partagé avec le vélo où il y a beaucoup moins de trafic et où les gens roulent moins vite et de façon moins stupide. Et Valentine avait une question. Yes, Valentine. Ah, Le micro, si tu j'ai peux. l'impression d'être complètement décalée avec vous. Vous m'entendez là?
Très bien. c'est bien, Ouais. on t'entend bien. Ok. Ouais, je réitère ma question un peu sur les données parce que je voulais qu'on profite que vous soyez tous réunis à cette convention populaire pour avoir les conseils de Sybille, Corentin et Jean-Loup sur la contribution en fait des usagers, usagères de la bicyclette et des personnes qui sont ici. Là, maintenant, tout de suite, vous, c'est quoi votre avis sur là, demain, nous qui faisons du vélo, qui avons envie de faire du vélo et qui connaissons les territoires sur lesquels on circule, pour alimenter du coup les cartos, donc soit GeoVélo, OpenStreetMap pour qui sait s'en servir et Google Maps où c'est facile pour dire les trajets qui sont peut-être pas référencés et qui sont plus faciles à vélo. Je pensais notamment, j'ai habité en Mayenne et il y a des petits trucs qui s'appellent des venelles. C'est des espèces de passages secrets qui sont hyper utilisables en vélo et que les gens connaissent pas forcément parce qu'on a l'impression de rentrer dans les jardins alors qu'en fait, c'est des petites voies publiques. Et du coup, c'est super chouette qu'elles soient référencées sur Maps, GeoVélo, OpenStreetMap et tout, parce que des fois, ça évite aux cyclistes de faire des détours énormes alors qu'en fait, il y a un passage secret. Et à l'inverse, comment, enfin, tous ces outils-là de carto participatif permettent d'identifier les points noirs. Et nous, je sais que côté élu, enfin, parce que moi, je bosse pour les collectivités, des collectivités territoriales, ça évite de refaire tout le truc de diagnostic. Ok, c'est quoi les points noirs, non, non, parce qu'en fait, on les connaît. Donc voilà, je voulais avoir votre avis là-dessus et comme ça donner un truc à faire tout de suite aux participants ce soir à cette convention populaire. S'ils veulent agir dès maintenant, c'est possible, quoi. Merci. Ouais, trop cool. Je connais un petit peu l'appli GeoVélo pour ça et d'ailleurs ils ont une offre, il me semble, à destination des collectivités pour en fait tous ces indicateurs-là, pardon, il y a des collègues qui me disent au revoir, euh, les proposer par exemple sur un territoire donné, je sais pas, une collectivité en Mayenne par exemple, elle peut adhérer à cette offre et GeoVélo en fait va lui filer toutes les données qui sont recensées et qui ont été recensées sur ce territoire pour aider, je sais pas, peut-être la collectivité à mettre en place un schéma cyclable, etc. Je sais pas si c'est ça ta question, mais de ce que je sais sur tout ça, je sais que c'est bien utilisé par GeoVélo et c'est un vrai atout, à mon avis, pour une collectivité qui souhaite répondre au mieux aux usages de ses habitants parce que l'idée c'est de GeoVélo, c'est de dire où il y a un stationnement qui manque, de dire où il y a un nid de poule et il faut le modifier, etc. J'imagine que tu le savais déjà en fait ça, mais Oui, oui, puis c'est payant. Moi, bien c'était sûr. plus une question sur, enfin, justement, c'est quand même cool de pouvoir, pour les petites collectivités qui peuvent pas forcément se permettre, enfin, de bosser sur de l'open data Ouais, participatif pour tout le monde et que d'ailleurs ce soit des collectivités mais aussi des assos comme nous chez Pau pouvoir proposer en fait à toutes les personnes qui passent par cette rue ultra dangereuse et qu'en peuvent plus de pouvoir au moins le notifier quelque part et à l'inverse qui connaissent la venelle secrète et qui ont envie que ce soit réutilisé par le plus grand nombre qui puissent le réutiliser quelque part. Du coup, ma question ouais. c'était plutôt, enfin, genre toi, si tu veux conseiller les gens pour qu'ils puissent faire de la carte participative, tu dirais plutôt GeoVélo. Au GeoVélo où du coup il y a moins de données, mais je peux parler aussi du baromètre des villes cyclables, donc, qui est une campagne menée par la FUB tous les 3 ans. En tout cas avant chaque grande élection, qui s'appelle baromètre parlonsvélo.fr, je le mets dans le chat. Et en gros, ça c'est de l'open data. C'est une grande enquête auprès des usagers. Et le but, c'est que ces données-là, elles puissent resservir aux collectivités après. Mais il n'y a pas autant de données, si tu veux, que sur GeoVélo. Par contre, tu as déjà, en gros, tous les gens de ta commune qui ont répondu, et ben, en fait, tu vas avoir tous les points qui soulèvent en open data. Enfin, si tu veux télécharger ces données-là. Donc, c'est quand même assez intéressant.
Après, il faut réussir à mobiliser les gens de ton village ou de ta collectivité parce que sinon, bah, ça correspond pas à tout ça. Mais globalement, je crois qu'à au dernier baromètre, on a eu 550 000 réponses. C'est jamais assez, mais c'est déjà une sacrée base pour bah, notamment les grandes villes, mais pas que. Voilà, donc ça, c'est quelque chose d'assez cool. Le prochain baromètre, il sort en 2025. Et si tu arrives à motiver, je sais pas, même 10% des gens de ta commune, bah, en fait, directement, là, les élus, ils sont généralement contents de voir que tu peux apporter ces données-là pour ensuite bosser sur un plan vélo, par exemple. Si on peut peut-être apporter un peu la réponse. D'abord, la question est hyper intéressante et la réponse est complexe, honnêtement. Euh, il y a quand même un truc qui fait référence dans le monde des cartos qui s'appelle OpenStreetMap et qui est un projet juste absolument génial. C'est la même chose que Wikipédia, donc c'est de la carte collaborative, on peut tous y contribuer. C'est pas le truc avec l'UX la plus simple du monde, qu'on se le dise, mais c'est utile au monde entier, donc c'est un beau modèle. Si je puis vous donner un petit conseil, préférez OpenStreetMap à Google. Ils n'ont pas besoin de votre argent, ils en ont déjà largement assez. Et pour le reste, il y a pas mal de projets, par exemple VisuGPX, qui est un projet ami juste à côté, où on recense beaucoup d'itinéraires à vélo. Le monsieur de VéloGPX a lancé un nouveau site qui est dans le footer de VisuGPX, je me souviens plus le nom, mais vous le trouverez, qui pareil veut recenser une bibliothèque de cartes. Et puis, on aura évidemment des itinéraires à proposer sur la trace dans quelques mois. Donc, si vous avez envie de partager vos traces, écrivez-nous surtout un petit mail corentinsibyl@latrace.com et on se tâchera de le magnifier et de le mettre en avant. Trop cool. Ouais, c'est une question que je voulais notamment vous poser, la team de la Trace. Est-ce que vous avez l'habitude de travailler ou juste de récupérer des traces en fait déjà existantes ou d'étudier des traces qui ont déjà été faites, qui sont disponibles? Ouais, carrément. Bah, dans l'équipe, on a quand même une très très grosse ADN geek. C'est un avantage. Donc on arrive à agréger pas mal de données. Typiquement, on est en train de bosser pour agréger toutes les données dont Jean-Loup a parlé précédemment, de Vélo et Territoire, qui sont disponibles sur Vélo Data Map, et qui donc donne un aperçu très fiable, construit par les collectivités et par les localités du réseau cyclable en France. Et évidemment, on s'intègre avec OpenStreetMap en direct pour aller chercher, dans notre cas particulier, tous les points pratiques, donc les tables de pique-nique, les toilettes, les points d'eau, etc., etc. Il n'y a pas de base de vérité plus efficace que Google Street Map, pour la même raison que Wikipédia est un truc vivant et extrêmement fiable, contrairement à ce qu'on nous a appris quand on était au collège. Voilà. Ok, trop cool. Et à l'inverse, est-ce que quand vous avez envie d'aller, je sais pas, ouvrir des territoires ou justement aller explorer des traces potentielles mais que vous connaissez pas nécessairement, ou du moins qu'il y a des sections que vous connaissez pas, comment vous fonctionnez? Est-ce que vous avez du monde dans l'équipe qui y va ou est-ce que vous essayez d'avoir des, je sais pas, juste des amis cyclistes sur les territoires que vous voulez ouvrir, à qui vous proposez d'aller repérer des traces, ou comment vous fonctionnez? Yes. Très bonne question. Ce qu'on fait de manière générale, la façon dont on conçoit des itinéraires chez Atras, c'est relativement simple. On se base quand même sur le réseau cyclable existant, donc Vélo et Territoire, France Vélo Tourisme, enfin bref, ces données sont exposées, partagées, elles existent, tout le monde y a accès, c'est très bien comme ça. On superpose sur notre carte avec tous les points d'intérêt de notre base et on essaie en gros de se demander s'il y a des trucs qu'on loupe le long du machin en restant sur la voie verte 100% du temps.
Voilà, et donc ensuite on utilise des cartes satellites pour voir grande route, petite route, etc., etc. C'est comme ça qu'on conçoit. Et pour l'instant, et j'espère que ça continuera à être le cas, ensuite on met notre petit vélo dans un train, on met nos deux fesses dessus et on pédale. Ok, trop cool. S'il y a du monde qui ont des questions, encore n'hésitez pas. Je vois qu'il y en a quelques-unes dans le chat qui n'arrêtent pas de popper. Du coup, j'arrive pas à m'arrêter sur les messages pour les lire. N'hésitez pas à écrire, à juste ouvrir vos micros aussi si jamais. Corentin qui demande, y a-t-il des évolutions en faveur de l'intermodalité vélo ou bus-vélo? Ah non, ça c'est revenu tout au début là. Ok, j'ai des vieux messages qui réapparaissent dans mon Ouais, feed. c'est parce que j'y ai répondu Ouais, en tapotant, je pense. ok. Mais il y a des trucs intéressants à dire là-dessus. Ouais, J'ai donné un exemple tout à l'heure. Du coup, il y a la loi L'Homme, loi d'orientation des mobilités qui est là pour légiférer à ce sujet, mais c'est pas respecté et il y a personne pour amender, comme beaucoup de lois malheureusement. Ce qui donne une région comme les Pays de Loire, par exemple, qui est à fond sur le sujet et qui dédie des ressources. Là, on a 90% des gares, toutes gares confondues, donc gares SNCF très très grosses, puis les petites gares, les plus petites gares. On a 90% qui sont dotées de stationnements sécurisés, par exemple, et les lignes de train prennent en compte, enfin, ont tous des emplacements vélos. C'est différent dans un territoire où on n'a pas de ligne de train, par exemple, mais on voit certaines compagnies de bus qui font des efforts, notamment grâce aux régions qui ont souvent le transport en car dans leurs compétences, typiquement dans les Hautes-Alpes maintenant, enfin, dans beaucoup de lignes. C'est plutôt un test, mais j'ai déjà essayé, c'est vraiment génial. On a des espèces de racks à vélo à l'arrière là. Ce qui fait que auparavant, souvent le vélo était dans la soute, hein. Enfin, moi j'ai beaucoup fait ça. Le vélo il est massacré après. Et tu pries pour ton carbone pendant 1 heure et demie. Mais là, avec ça, c'est quand même assez sympa. Malheureusement, ça ne l'est pas encore à gros d'échelle. Et tant que je pense qu'il n'y a pas soit des amendements, soit une politique beaucoup plus entre guillemets agressive sur le sujet, ce ne sera pas encore tout à fait réglé, quoi. Je pense qu'on a tous vécu un moment dans un train TER, le moment où il n'y a plus de place vélo, qu'il fallait réserver 3 mois à l'avance, etc., etc., quoi. et encore dans les TER, c'est encore moins galère que dans les TGV, on n'en parle même pas. C'est vrai, ouais, j'ai ôté cette question. Ouais. Trop bien. Et ben, ça va me faire rebondir un peu là-dessus, mais est-ce que, alors du coup, de l'AFUB ou d'une des assos de votre communauté, est-ce que tu peux nous partager peut-être je sais pas, une belle victoire dans le développement vélo sur le territoire français des dernières années, quelque chose que, justement, en termes de politique, qui a vraiment fait bouger les lignes et qui a peut-être enclenché un changement à potentiellement grande échelle? Ouais, c'est vrai qu'il faut se féliciter parfois. On a tendance à pas souvent le faire quand même, pas assez en tout cas. On se demande dans quoi on Euh, peut avoir com- espoir. comment? Si, c'est pour qu'on se demande dans quoi on peut avoir espoir Ah, mais bien sûr. Non, non, il y a plein, évidemment, il y a trop d'espoir, trop de choses à faire. Il y a une grande victoire qui a eu lieu, c'est quand même qu'on a participé à l'élaboration du plan vélo. Donc, globalement, le plan vélo national, mais comme dans beaucoup d'autres ministères sans doute, il a été écrit en fait par la FUB et des associations homologues. Globalement, c'est elles qui l'ont coécrit. On aurait pu écrire, comment dire, les choses différemment, mais voilà, on a souvent été corrigé par les ministères et c'est bien normal. Donc ça, c'était assez chouette. C'est la première fois qu'il y avait un budget aussi énorme sur le sujet, donc 350 millions sur le sujet vélo sur 4 ans. Bon, ça paraît rien hein, par rapport à un plan de relance France 2030 voiture ou que sais-je. Mais en tout cas, en France, c'était un peu historique. Ça, c'était une belle victoire. Euh, Après, c'est vrai que j'ai pas d'exemple de victoire d'assaut, mais il y en a plein. Et c'est vraiment les plus importantes parce que c'est elles qui sont sur le terrain et c'est elles qui, au jour le jour, font vivre le vélo du quotidien sur tous les territoires. Euh, Là, j'en vois pas.
Juste, je pensais à faire le lien avec Pau, peut-être avec une asso de Grenoble qui propose, alors c'est pas du tout une victoire, hein, mais c'est un sujet cool, qui propose d'aller skier en randonnée à vélo. Et on a peut-être vu, enfin vous avez peut-être vu passer ça sur les réseaux de Pau, les racks à vélo sur le VTT pour aller faire 20 bornes dans un col et ensuite aller skier. Ça, j'ai trouvé vraiment ça stylé. Quand une asso grenobloise, c'est du sujet, quoi. C'est un petit kiff de voir ça quand même, des choses, des initiatives pareilles. Voilà, mais on n'est jamais rassasié de victoire, donc là, j'ai pas plus que ça. Ouais. Non, mais trop cool, mais c'est déjà juste le plan vélo, c'est déjà très très cool. Valentine qui met dans le chat l'escarpade. L'escarpade, Valentine, rappelle-nous, je crois que c'est un événement. Bah, c'est ça, non? C'est pas de ça dont tu parlais, Jean? Parce que c'est une course de Euh, ski de rando, il faut y aller en vélo. bah, peut-être que ça existe, tu vois, mais je sais qu'il y avait une asso Il est vélo, je sais fini. plus laquelle à Grenoble, qui proposait juste comment dire, d'aller faire du ski de rando en partant à vélo de Grenoble, mais je sais pas si c'était une course, tu vois. J'avais plutôt l'impression que c'était juste une sortie, tu vois, comme ça. Ok, et ben moi je connaissais l'événement et du coup ça s'appelle l'escarpade, mais ils ont fait qu'une édition pour le moment. Et du coup il y a deux courses, Ah, mais trop enfin bien. petit niveau et gros niveau et enfin ouais c'est comme une course de ski de rando sauf qu'il y a une grosse partie vélo et hyper Ah convivial et ouais, ça a hyper bien marché. Du coup ils renquillent sur la deuxième édition là normalement. trop bien. Je viens de voir le lien, je le mets. C'est génial. Ok. Trop cool. Et ok, top. Il y a trop de trucs intéressants, mais c'est peut-être une question du coup qui va s'adresser à vous deux, enfin en tout cas la trace comme la FUB. Est-ce que vous avez, pour qu'on reparte avec peut-être des choses concrètes, est-ce que vous avez des recommandations, que ce soit du contenu, des médias, voilà, je sais pas, des choses que vous avez envie de recommander pour tout type de cycliste, que ce soit pour se mettre au vélo, que ce soit des trucs qui nous simplifient la vie quand on fait du vélo taf ou quand on est déjà voyageur à vélo, voyageur, voyageuse à vélo. Ouais, question très ouverte. Sybille, je t'en prie, vas-y. Il y en a tellement des sources d'endroits où on peut trouver des infos. Moi, c'est terrible, j'adore Instagram pour ça, parce que du coup, on rencontre en plus des gens liés à ça. Et du coup, aussi, biais terrible, mais j'ai envie de dire la trace. Et du coup, on est en train de prévoir plein d'articles de blog liés à ça, parce qu'on a lancé le blog il y a moins de 2 semaines, donc avec notre manifeste, avec justement des témoignages. Et là, la suite de notre calendrier édito, c'est justement des conseils pour justement mettre plus de gens sur des vélos. Mais du coup, si on cherche d'autres contenus très positifs pour aider les gens à se mettre au vélo, là, je sèche un peu tout de suite maintenant. Non, bah, comme disait Jean-Loup, se rapprocher de l'assaut, le vélo, ça se vit dans la vraie vie, dans la vie physique. Moi, j'avais passé pas mal de temps avec Solicycle à Paris, qui fait de la réinsertion et des ateliers pour apprendre à réparer les vélos. Voilà, c'est hyper positif et c'est vraiment une source de discussion et de rencontres. Et de la même manière, il y a plein de groupes de vélos sociaux que tu connais beaucoup mieux que moi, n'est-ce pas? Puisque je suis un cycliste solitaire, contrairement à Cyril. Et donc, peut-être que tu peux en dire un mot 2 secondes. Le partage de connaissances à travers les groupes sociaux, c'est très fort pour ça. Et appuyer le côté femme, il y a un groupe exceptionnel qui s'appelle Girls on Wheels, qui a été monté à Paris et qui s'est sémé un peu partout en France avec des équivalents où justement c'est des groupes en mixité, par exemple. Et j'ai appris pas mal de choses liées à ça. Et dans la même fibre, il y a du coup là, sur l'aspect physique, il y a les ateliers vélo participatifs, des trucs comme Cocyclette à Paris, mais il y en a aussi enfin, beaucoup en région, qui aussi parfois proposent des créneaux d'ailleurs en non-mixité, mais ça c'est un autre sujet. Voilà. Des Voilà, Valentines qui proposent de s'acheter une bonne selle, ce qui est une très bonne idée. Celle idéale et Brooks sont vos amis. Le cuir prendra la forme de vos fesses et elles vous en remercieront.
et aller vous faire mesurer les ischios. Waouh, cette technique, le vélo, hein. On se rend pas compte, mais génial. J'en profite pour dire que c'est d'ailleurs une question qui peut s'adresser à toute l'assemblée. Si vous avez envie de partager des liens, de partager des trucs dans le chat, ou même là en ouvrant vos micros, que ce soit des communautés, je sais pas, des comptes, des outils, des ressources quelconques en tant que cycliste, que ce soit débutant ou chevronné, allez-y avec grand plaisir. Et après, Jean-Loup, si toi aussi tu as des choses de ton côté plus pour l'aspect vélo de tous les jours. Je te laisse faire ça. Bah ouais, moi c'est vraiment. Enfin, après vous ferez une idée sur l'association vélo de votre coin, mais déjà y jeter un œil, aller voir ce qu'elle fait, ce qu'elle peut produire. Et puis si jamais vous ne trouvez pas votre bonheur là-dedans, il y a des ateliers qui sont trop bien aussi. Donc il y a le réseau de l'Eurocyclage qui recense tous les ateliers d'auto-réparation. Et donc ce qui est intéressant sur ces ateliers-là, c'est que, enfin dans ces assos-là, c'est qu'on va pouvoir en fait comprendre un peu comment fonctionne un vélo, savoir le réparer, savoir le maintenir en forme et tout. Et moi, je sais que c'était un frein au départ parce que clairement, j'adorais le vélo, mais aller réparer mon vélo, réparer mon pédalier, etc., ça me saoulait, quoi. Et ça me saoule encore d'ailleurs. Donc voilà, passer 1 heure ou deux à apprendre quelques trucs pour le vélo, pour déjà rouler en sécurité et puis pour savoir le réparer par la suite, ça peut être cool. Mais voilà, j'insisterai vraiment sur les assos locales. Franchement, allez voir ce qu'elles font. Il y a des trucs de ouf. Et ça me fait penser tout à l'heure sur les victoires, Louisa, c'est que je sais pas si vous avez entendu parler de ce projet d'autoroute, je sais plus laquelle c'est, mais c'est à Toulouse. Et il y a une asso locale qui s'était mobilisée contre cette autoroute routière et qui avait proposé en fait à la place une super, oui sans doute la 69, ouais, une super, je vois Victor de Toulouse en plus, tu vas me reprendre si je dis des bêtises. Euh, une super véloroute, une vélovoie à la place parce que le besoin n'était vraiment, enfin, n'est pas pour la bagnole, mais beaucoup plus pour la voiture. Et donc c'est pas une victoire, en tout cas c'est pas encore une victoire, mais ça pourrait l'être. Et ce serait un truc de ouf que ce soit le cas. Carrément être intéressant. Et du coup, vous êtes en lien avec cet asso-là? Est-ce que vous êtes en support? Est-ce que c'est quoi votre coordination là-dessus? Ouais, alors je sais plus le nom de cet asso-là, mais typiquement, concrètement, dans ces cas-là, quand une asso pub nous remontre une problématique euh, comme celle-ci, elle peut, enfin, si elle est membre de la FUB, elle vient nous solliciter et nous, l'équipe d'animation de réseau ou l'équipe plaidoyer, on peut leur apporter des billes, quoi. Typiquement, s'il faut aller faire un plaidoyer auprès de la métropole de Toulouse ou d'un groupe comme Vinci, Eiffage, etc., nous, on peut aller là-dedans, quoi. Bien souvent, c'est quand même elles qui le font, mais nous, on est en appui et on peut apporter un certain nombre d'outils et parfois de l'aide financière, ouais. Mais ouais, allez voir ouais, c'est trop bien les articles qui sortent et les vidéos là. C'est vraiment ça donne pour le coup, tu parlais des sports tout à l'heure, ça donne espoir. En fait, on sait comment faire. En fait, on a toutes les clés et là, bien sûr, on a eu besoin que ce projet d'A69 sorte de terre, mais on pourrait faire des projets comme ça un peu partout, quoi. Voilà. Ouais, ouais, non, c'est clair, trop intéressant. Moi, j'avais peut-être une mini bille. C'est quand j'étais allé au Canada il y a un paquet d'années. En gros, il faisait genre -15, il neigeait et tout. Et enfin, t'avais genre, je sais pas, 10 personnes par rue en vélo qui rentraient du travail tranquille comme si de rien n'était. Et tu sais, venant de la France, t'as l'impression que c'est des ovnis. Et en fait, ça rejoint un peu ce que disait Valentine sur le fait que, il n'y a pas de mauvaise météo, il y a que des mauvais équipements. Euh, et voilà, c'est en gros, enfin, ils ont toutes leurs couches, etc. Ils ont, comme les livreurs vélo, les fat gants au-dessus du guidon, etc. Et du coup, voilà, ils arrivent à faire du vélo taf, même par -15 sous la neige. Donc c'était assez stylé et ça fait aussi remettre un peu en perspective nos imaginaires en France sur météo, vélo, etc. Et du coup, on en profite
pour prendre le relais de Guillaume et savourer une petite victoire aussi, parce que lui aussi est trop humble et qu'il ne veut pas en parler, mais Guillaume vient de finir le tour des stations skiables de France pour aller discuter avec tous les gens sur place de comment vont évoluer ces stations, comment vont évoluer les services, etc. Et je pense qu'on a vraiment besoin de gens comme ça pour imaginer l'avenir et le faire ensemble avec les vrais gens sur place. Se prendre des claques aussi parfois, parce que j'imagine que il doit y avoir des panneaux stop et des feux rouges et des gens qui répondent que c'est impossible, etc. et qui ont des vraies contraintes. Mais en tout cas, bravo, bravo pour ce que tu as fait, Guillaume, et bravo pour la démarche. De ouf. Bah, c'est trop cool de t'avoir avec nous. Est-ce que tu veux prendre peut-être 2 minutes juste pour nous dire un mot sur le projet, vu qu'on est totalement dans la thématique vélo, et peut-être nous dire si tu as eu l'occasion, je sais pas, dans certains territoires, certaines vallées, d'aborder le sujet vélo, peut-être, avec des acteurs que tu as rencontrés, parce que du coup, c'est intéressant. Bah, le projet, du coup, Corentin l'a expliqué. Et donc, ouais, vu que je vois un petit message, est-ce que je suis venu en parenthèse? J'ai vraiment fait toutes les stations de ski alpin qui existent en France. Donc, Vosges inclus, etc. Je voyais qu'il y avait JB dans les Vosges aussi. Je sais pas si c'est le JB que je connais de Pau, mais voilà. Lui-même, Euh, personne. Voilà, donc il fait partie des personnes que j'ai interviewées. En gros, j'ai interviewé les différents spécialistes et différentes spécialistes sur les stations et sur leur avenir. J'avoue que côté transport, on a plus parlé train vs voiture plutôt que vélo. J'ai vu un petit peu des dingueries vélo avec une piste cyclable au pied de la Rosière là où enfin j'avais jamais vu c'est une piste cyclable voie verte mais avec des parties à 20%, donc tu te dis mais qui a eu l'idée de faire ça pour un truc un peu débutant, tu vois. Voilà, et non, sinon là comme ça sur le vélo, franchement je suis un peu pris de court. J'ai Hello. pas ouais. Pas de stress, pas de stress, pas de stress. Trop cool, ok. Et bah écoutez, je profite de ce petit moment de calme pour vous dire que je vais arrêter l'enregistrement ici. Et comme ça, si vous voulez...